Ah, vous êtes là, vous. Bien le bonjour les petits gars. Bien le bonjour les zingues. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce rotoscope de GLA Adventures Trapped in Time. C'est sorti en 2014. C'est réalisé par Giancarlo Volpe. Et... Et je pense que ce rotoscope sera moins long que les autres parce que j'ai pas grand chose à vous dire. J'essaie de faire des reviews no spoil, contrairement au magnétoscope. J'estime que les magnétoscopes, ce sont des films. Les films d'ici, j'estime que tout le monde les a vus. Donc c'est pour ça que j'y vais à fond dans le spoil. Puis si je spoil pas sur un magnétoscope, je me retrouverai avec pas grand chose à dire. Les rotoscopes, c'est pas pareil, c'est pas la même approche parce que les films d'animation d'ici, tout le monde ne les a pas vus. Ça, je pense pas qu'il y en ait énormément qui l'aient vu ce truc-là. Et le but, c'est de vous donner envie ou pas, voilà, d'aller voir des films d'animation d'ici. Ou de vous dire au contraire, le temps est précieux, ne le gaspillez pas sur des foutaises. GLA Adventures Trapped in Time, sorti en 2014, c'est réalisé par Giancarlo Volpe. Et je pense, il n'y a rien qui le. Enfin, c'est pas estampillé comme ça, mais je pense que ce film ne s'adresse pas à moi. De par mon âge, il y a une vibe très DC Kids, tu vois, sur GLA Adventures. Mais. Enfin, voilà, tu vois, Urban Kids, pour ceux qui sont dans les comics, qui lisent du Urban. Il y a une vibe très, voilà, très Urban Kids, très DC pour les enfants. Et déjà dans le cara design des persos, ça me rappelle ça, moi, ça me rappelle, ça me rappelle les Urban Kids, tu vois, les récits voilà, qui sont vraiment destinés à des enfants en bas âge. Donc des scénarios très édulcorés avec jamais beaucoup de violence, il n'y a jamais vraiment d'enjeu, tout est très vite désamorcé, énormément d'humour, beaucoup d'humour. Lourdingue. Alors ça marche peut-être quand t'as 6 ans, mais moi j'en ai 33. Et du coup, c'est pour ça, je vais être très négatif sur ce film, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est parce que je ne suis pas le public visé. Clairement pas. C'est pas comme un Batman Under the Red Hood ou des films d'animation, tu vois, la mort de Superman par exemple, des trucs qui éventuellement peuvent me parler, qui sont un peu intergénérationnels. Là, c'est vraiment destiné à un public, je pense, enfantin. Même s'il n'y a rien qui le justifie. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas estampillé DC Kids. Hein, tu vois, il n'y a pas un label précis pour les enfants quand tu mets le truc. Mais tu le comprends très très vite. Déjà au niveau du chara design, comme j'expliquais, et puis au niveau des enjeux qui sont mais abracadabrantesques. Et puis, ben, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact, tout est très vite désamorcé, il n'y a pas de mort, il y a rien qui se passe en fait. Quand tu penses qu'un personnage est en danger, en réalité, dans les 10 secondes qui suivent, on te montre que tout va très bien pour lui. Faut pas choquer les âmes sensibles. Et c'est un gros problème que j'ai avec ce truc, c'est que voilà, j'aime pas ça moi. Quand il se passe rien, quand un film te raconte rien, quand ça tourne à vide, j'ai horreur de ça dans un truc de super-héros quoi. Alors le scénario, vous allez voir que ça a beau être un truc pour les gosses, c'est incompréhensible. Mais non pas incompréhensible parce que tu comprends pas le truc, tu comprends pas, je veux dire, les grandes lignes, ou bien au contraire, incompréhensible dans le sens pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça en fait. Pourquoi, c'est quoi le but. Lex Luthor arrive au pôle Nord avec la Legion of Doom. Donc de mémoire, il y a Gorilla Grodd, il y a Cheetah, il y a Solomon Grundy, il y a Bizarro, il y a Captain Cold. D'ailleurs, c'est marrant parce que le Captain Cold dans ce film, au début, je croyais que c'était Mister Freeze en fait. Parce qu'en fait, il est dans l'espace. Captain Cold est dans une navette spatiale dans l'espace. Et il a un truc de spationaute, là, tu sais, un scaphandre, là, je sais pas comment on appelle ça. Plus sa visière, une voix très robotique. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est Mister Freeze ou Captain Cold. Franchement, très difficile à différencier les deux. Surtout qu'il a des répliques très Mister Freeze, tu vois. Des répliques très, très poétiques, tu vois, genre l'hiver est éternel. Ou, voilà, tu vois, une vibe très poétique. Et du coup, c'est pour ça au début, je croyais que c'était Mister Freeze. En fait, non, c'est bien Captain Cold. Voilà, bref. Et je me suis demandé pourquoi Mister Freeze irait là, quoi. Qu'est-ce qu'il aurait à foutre dans ce guépier, quoi. Dire c'est pas du tout lui, Mister Freeze, à part vouloir sauver sa femme, le reste, il en a rien à foutre. Pourquoi il se retrouverait au milieu de ces connards. Donc on est d'accord que c'est pas Mister Freeze, mais j'ai eu un peu de mal au début avec ça. Donc Lex Luthor, qui est le chef de la Legion of Doom, d'ailleurs, erreur de traduction sur la VOST, parce que dans les sous-titres, ils ont traduit ça par le syndicat du crime. Syndicat du crime, c'est pas du tout ça. Syndicat du crime, c'est ce qu'on a vu sur le rotoscope précédent sur les versions de Superman, Batman, Wonder Woman de Earth 3. Là, non, c'est la Legion of Doom, donc menée par Lex Luthor. Il y a Grodd, comme j'expliquais, Captain Cold, Bizarro, Grundy et
Cheetah, et c'est Lex Luthor qui gère tout. Déjà, je trouve qu'il y a une maladresse dans l'utilisation des personnages, parce que Grundy, c'est un zombie sans cervelle, quoi. Je veux dire, à part taper et réciter son texte, Grundy, né un lundi, baptisé un mardi, etc. Je vois pas pourquoi tu t'encombres avec un méchant comme ça, en fait. Tu vois, je comprends pas, tu veux te faire une armée de super-héros, de super-vilains, pardon. Je vois pas pourquoi tu vas chercher Grundy, les mecs, il a pas de cerveau, c'est un zombie, quoi. Il peut même pas répondre à des ordres, en fait. Pareil pour Bizarro. Alors Bizarro, il est nerfé dans ce truc, les petits gars. C'est incroyable, quoi. Nerfé au point où Bizarro met une droite à Batman. En vrai, Bizarro qui met une droite à Batman dans la tête, hein, je te parle. Hein. Il devrait le décapiter. Hein. Bah là, non. T'imagines bien que c'est Batman, donc faut pas trop lui faire de mal. Mais Bizarro nerfé à mort. Il se prend un vaisseau dans le corps, quoi. Tu vois, t'as un vaisseau qui rentre en collision avec lui. Et c'est lui qui souffre. C'est Bizarro qui prend le coup de plein fouet, quoi. Alors que le vaisseau devrait limite se détruire sur Bizarro, c'est quand même une variation de Superman, Bizarro. Donc en termes de superpuissance, on se pose où, quoi. Donc voilà, Bizarro est nerfé à mort. Solomon Grundy, pourquoi qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Je veux dire, pourquoi on s'encombre avec un mec comme ça. Euh, Et puis Cheetah, c'est pareil. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi Cheetah, elle s'affilierait avec d'autres ennemis. C'est une femme qui est très indomptable, Cheetah. Tu vois, je vois pas pourquoi elle irait répondre aux ordres de Lex Luthor, en fait. Elle a sa vendetta personnelle contre Wonder Woman, pourquoi elle irait se faire chier avec Lex Luthor. Enfin, bref, ça c'est des détails. Honnêtement, c'est des détails. Le problème, c'est pas ça. Alors, Legion of Doom, donc la Legion of Doom, elle arrive au pôle Nord, et le but c'est de détourner des satellites qui sont dans l'espace, forcément des satellites, vous allez me dire, d'utiliser leurs rayons cryogéniques. Donc les satellites sont dotés de rayons cryogéniques, je sais pas pourquoi. Bref, on est dans un truc super-héros, comic book, allez, on accepte. De détourner donc les rayons cryogéniques afin d'augmenter la masse de la calotte glaciaire, de la calotte polaire. Voilà. En faisant ça, le niveau des mers s'abaisserait et de nouvelles îles émergeraient. Très bien, ok, je comprends le délire, mais pourquoi? Pourquoi faire ça, honnêtement? Dans un monde où les Atlantes régneraient sans pitié sur la Terre, que tu veuilles leur niquer la gueule en abaissant le niveau des mers et en leur donnant moins de liberté et moins de pouvoir et moins de contrôle, ça aurait du sens. Mais là, Lex Luthor t'explique qu'il veut faire ça pour avoir plus de terres à dominer. Tu vois, en très gros, on crée de nouvelles terres, de nouvelles îles, pour avoir plus d'espace à dominer, pour la Legion of Doom. Sauf que ça n'empêche pas que vous vous faites botter le cul à chaque fois par la Justice League, en fait. Vous vous faites botter le cul tous les 3 mois par la Justice League. Donc je vois pas pourquoi aller chercher de nouvelles terres, ça changera pas le problème. La Justice League sera quand même là pour vous péter la tête, quoi. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont incompréhensibles au niveau du scénario. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Quel est l'enjeu? Quel est l'intérêt, en fait? Bref, au cours de cet affrontement qui ouvre le film, avec la Justice League qui rapplique forcément, et une fois de plus qui met une branlée à la Legion of Doom, à la suite de cet affrontement, Lex Luthor se retrouve piégé dans un bloc de glace, façon Captain America, quoi. Et du coup, il traverse les âges. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Superman va se dire « Attends, on va peut-être pas laisser Lex Luthor dans la glace, comme ça, on va peut-être aller le récupérer, et puis on va le mettre en lieu sûr, tu vois. » Non, non, tout le monde s'en fout, on le laisse dans son bloc de glace, et puis il arrive ce qui doit arriver dans un truc de comic book, c'est-à-dire qu'en fait, il traverse les âges, et puis il se réveille dans le futur, dans 1000 ans, tu vois, genre dans 10 siècles, je crois qu'on est au 31e siècle. Il se réveille dans le futur, dans une espèce de grand mausolée, en fait, un établissement immense qui rappelle un peu le Hall of Justice, mais de ce que tu comprends, c'est un équivalent d'école des Teen Titans du futur. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages qui peuplent cet établissement dans lequel se réveille Lex Luthor, ce sont des jeunes super-héros qui sont en formation, comme les Teen Titans. Sauf que là, ce ne sont pas les Teen Titans parce qu'on est dans le futur. On est présenté à deux super-héros jeunes, les Teen Titans du futur, qui sont Dawnstar, donc une demoiselle qui a des pouvoirs un peu du Phénix, qui est un personnage d'ailleurs créé par Mike Grell, je l'ai appris en regardant le générique, le générique de fin du truc. Toujours regarder le générique de fin, t'apprends des choses, tu vois. Mike Grell qui a créé le personnage donc, de Dawnstar, et qui est accompagné par un personnage masculin qui lui est Karate Kid. Voilà, c'est son nom, Karate Kid. Et les deux trous du cul libère accidentellement Lex Luthor, qui est dans son bloc de glace, exposé en fait comme si c'était une salle des trophées. Donc tu as le fusil de Captain Cold,
tu as un jouet de Toyman, parce qu'il y a aussi Toyman dans la Legion of Doom, j'ai oublié de le dire. Tu as un jouet de Toyman. En fait, voilà, c'est une salle d'exposition comme ça, des trucs, des vestiges du passé. Et du coup, je vous rappelle qu'on est au 31e siècle. Hein. Et du coup, Lex Luthor, lui, il est gardé dans son bloc de glace, voilà, comme ça, maintenu dans son truc, en exposition. Et il n'y a personne pour surveiller. Il y a un gros écriteau où on t'explique que Lex Luthor, c'est le super vilain le plus dangereux du passé. Voilà, et on le conserve là, en vie, dans son bloc de glace. Alors certes, il est en mode léthargique, mais quand même, quoi, il a envie, le mec. On est dans un truc de comic book, on est dans le futur, à tout moment, il peut se réveiller. Et c'est ce qui arrive, parce que les deux Troducs, eh ben, ils le libèrent accidentellement. Donc, Lex Luthor les prend en otage, et dans ce même Hall of Fame, alors, enfin, tu vois ce que je veux dire, dans ce même établissement, où il n'y a personne, il n'y a absolument personne. C'est-à-dire qu'on conserve des reliques du passé, il n'y a pas un mec en armure, tout le monde s'en branle, il y a juste les deux trous du cul de jeunes là, qui se baladent et qui font n'importe quoi, et rien du tout. Tu vois, il y a des armes en exposition, il n'y a personne pour surveiller les lieux, quoi. C'est de la fainéantise. Tout ça, c'est pour pas rajouter des... Parce que je commence à comprendre comment ça fonctionne chez Warner Bros Animation. D'ailleurs, on en parlera à la fin de la vidéo. Mais ça, c'est de la fainéantise. C'est-à-dire que, histoire d'aller plus vite, on te met que les personnages qui racontent le récit, qui ont un sens dans le récit, une utilité. Et tout le reste, tout le contexte, eh ben, en fait, on va au plus vite, on met rien. Donc en fait, tu te retrouves avec un musée des horreurs. Enfin, un musée, voilà, je me comprends. Avec des vestiges du passé, des armes hyper importantes, des personnages qui sont pris dans la glace, qui sont encore en vie, Lex Luthor en personne, et il n'y a pas un garde en armure pour garder le truc, tout le monde s'en fout, c'est comme ça, c'est abandonné, tout. Faites ce que vous voulez. Et du coup, alors là où c'est d'autant plus choquant, c'est qu'il y a un item qui est le sablier du temps, tu vois, très Prince of Persia dans le délire. Hein. Le sablier du temps, en fait, tu as un petit écriteau comme ça, donc le truc est derrière une vitrine, comme dans un musée, quoi. Et c'est marqué... attention, cet artefact est le seul lien entre l'espace et le temps. Donc en très gros, c'est une machine à voyager dans le temps. C'est un truc hyper important. Et une fois de plus, c'est juste derrière une vitrine. Comme mes figurines dans ma piole. Voilà. Un truc qui permet de modifier l'espace-temps. Ça pourrait être là en exposition, ici, tranquille, à l'aise, au calme. Il n'y a personne dans le bordel, il n'y a personne là pour surveiller ces putains d'artefacts rares, bordel. Mettez-moi des mecs là, comme ça, en plus de ça, ça voudrait créer un peu plus d'action parce que Lex Luthor il s'en sortirait pas aussi bien, il serait obligé d'utiliser son cerveau de manière un peu plus efficace pour faire ce qu'il fait, c'est-à-dire pour s'évader quoi. Là il s'évade en 2 coups de cuillère à peau, le mec, c'est insupportable, putain. Du coup, il arrive ce qui devait arriver, il prend le sablier du temps et puis. Le sablier du temps, il est contrôlé par une espèce de génie du mal. Hein, c'est le Time Trapper, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Un vieillard en capuche. Une espèce d'esprit en fait qui est directement lié au sablier du temps et qui permet de te faire voyager dans le temps. Je vous rappelle qu'on est dans une espèce de musée en fait. Un musée dédié à la gloire des anciens super-héros, dont Superman faisait partie. Et Lex Luthor, dans ce musée, il apprend qui était Superman, puisqu'on est dans le futur, on est 1000 ans après le début du film, et du coup Lex Luthor apprend qui était Superman, voilà, t'as une cinématique qui se déclenche, oui, Superman, eh bien, il est arrivé de Krypton quand il était bébé parce que sa planète a explosé, il a atterri dans un champ comme ça, ce sont Martha et Jonathan Kent, à Smallville, tu vois, tout est donné, tous les noms sont donnés, on y va franco, on est 1000 ans après, donc on peut se permettre de donner les blazes. Hein. C'est eux qui l'ont recueilli, machin et tout. Donc Lex Luthor, il a cette information en tête maintenant. Donc il retourne dans le passé, c'est-à-dire dans le présent, pour nous, avec l'information en tête de qui est Superman. Ok, tout ça pour ça. Bon, et pourquoi pas, c'est le début du film. Et bien évidemment, quand il revient dans le passé, il essaie de réunir tous ces anciens comparses de la Legion of Doom, donc Grundy et Bizarro qui sont là, comme des cons dans un QG perdu au milieu de la jungle, et qui ne font rien, qui attendent. Voilà. Et donc donc Lex Luthor revient et il essaie de réunir tout le monde. Et le mot d'ordre c'est on va se servir du sablier du temps pour retourner dans le passé au moment où Superman a atterri dans le champ du Kansas sous forme de bébé pour détruire Superman. Voilà. Et à ce moment-là, si on détruit Superman, on détruit aussi toute la Ligue de Justice et nous devenons les maîtres du monde. Ok, ça se tient, comme le scénario se tient. Très bien. Et j'aime bien cette idée. Sur le papier, c'est très cool. Franchement, l'idée de base, elle est bonne. Mais une fois de plus, c'est le traitement qui est catastrophique.
Bah déjà d'une parce qu'on est sur un truc DC Kids comme j'expliquais, je pense que vraiment c'est destiné aux gosses, hein, parce que s'il y a vraiment beaucoup d'humour, tu vois. Je te donne un exemple, là on est un petit peu dans le spoil, un spoil très léger, alors attention si vraiment vous voulez pas vous faire spoiler, quittez cette vidéo et revenez après. Et si vous en avez rien à foutre, parce que je suis en train de très mal vous vendre le truc, et que du coup vous n'allez pas perdre votre temps pour regarder ce machin, vous pouvez rester. En très gros, lorsque Luthor ouvre le portail pour aller à Kansas, pour aller à Smallville, pardon, au Kansas, au moment où la navette s'écrase, et donc eh bien pour détruire Superman quand il est bébé et qu'il vient d'arriver sur Terre, Lex Luthor envoie Cheetah, envoie Grundy, envoie le Toyman, je crois. Ouais, il y a le Toyman. Enfin, il envoie ses comparses, mais lui, malheureusement, il est retenu par la Ligue de Justice qui vient d'arriver, et du coup, il n'a pas le temps de passer dans le portail. Donc, en fait, il envoie ses potes. Ok. Cheetah et Grundy arrivent là à l'endroit même où la navette de Kal-El vient de se cracher dans le champ de maïs. T'as Jonathan Kent et Martha Kent qui sont déjà sur les lieux avec le bébé dans les bras. Et plutôt, je veux dire, c'est Cheetah et c'est Solomon Grundy. Hein. Moi, je m'attendais à ce qui est un clash, quoi. Genre, Cheetah, elle sort les griffes, puis elle déglingue Martha et Jonathan à elle toute seule pour récupérer le bébé. Elle déglingue le bébé. Fin de l'histoire. Superman. Enfin, après, c'est compliqué de déglinguer Superman parce que même en tant que bébé, c'est Superman. Mais au moins, tu déglingues les deux parents. Hop, hop, tu vois. Et puis après, t'as le bébé. Puis après, advienne que pourra. Je sais pas ce que vous allez faire avec Kal-El en tant que bébé, mais bref. Eh ben non, en fait. Non, non. Cheetah et Grundy, au lieu d'aller directement à l'affrontement et de récupérer le bébé, ils se griment en paysans. C'est-à-dire que tu as Solomon Grundy avec un chapeau de paille, une salopette et une fourche, et Cheetah avec un, tu sais, le truc des petites vieilles dans les champs, là, tu vois, le voile, et voilà, qui s'habillent en vieux paysans et qui se font passer pour les parents légitimes du bébé afin de tromper Jonathan et Martha. Bien évidemment, la scène est tournée de manière très humoristique, ce qui me fait dire qu'on est vraiment sur du DC Kids, quoi. C'est à partir de là que j'ai clairement décroché. Parce que j'y ai cru, tu vois, le synopsis, le coup du on retourne dans le passé pour détruire le bébé Kal-El, machin et tout, avant qu'il tombe entre les mains de Jonathan et Martha. Et du coup, tu anéantis Superman, tu anéantis la Justice League, l'idée me plaisait bien, tu vois. Mais à partir de là, j'ai décroché, quoi. Et puis après, c'est un enchaînement de conneries, de gags, c'est pour les gamins. Alors peut-être que dans 5 ans, mon gamin, je le mettrai là devant et peut-être qu'il kiffera. Voilà. Et s'il kiffe, ben voilà, je me dirais qu'en fait le truc est bien fait, quoi. Au moins mon gamin il kiffe, ça trouve un public. Mais pour moi, c'est même pas la peine, c'est pas possible, quoi. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, vraiment, n'épargnez pas votre temps avec JLA Adventures Dropped in Time. Ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus La musique. Ah bordel, ça manque de puissance, tout ça. Putain. Ça manque de puissance. Le compositeur, c'est un dénommé Frédéric Vedman. Et alors lui, c'est un habitué. Euh, le compositeur, c'est un habitué des DC Animations. Hein. Il a bossé sur euh, la saga avec le Robin Damian Wayne. Donc il y avait le fils de Batman, pour ceux qui l'ont vu. Il y avait Bad Blood, qui était pas terrible. Et il a aussi bossé sur le Death of Superman. Enfin voilà, c'est pas son. Il a l'habitude de bosser sur les films d'animation d'ici. C'est un habitué, Frédéric Widman, mais il y a un thème qui est cool, c'est le thème de Dawn Star, dans donc la gamine, là, la Teen Titans du futur. Là. Ouais, son thème, il est assez sympa, c'est l'utilisation de flûte de pan, tu vois, en fait, ça te fait voyager. Ouais. Il y a un côté un peu oriental, enfin, je sais pas, c'est assez joli, mais c'est tout. Le thème d'intro, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est épique, hein, il est. Ça manque d'une fois de plus de. C'est pas percutant, quoi. C'est héroïque, mais c'est pas percutant, en fait. C'est-à-dire que c'est très classique comme thème pour un truc de super-héros. L'opening est très feignant. Voilà, tu vois 3-4 mecs de la Justice League et 3-4 mecs de la Legion of Doom qui courent chacun d'un côté de l'écran et qui se rencontrent, et qui se rentrent dedans. Voilà. Très très feignant, quoi. Euh, Il y a un truc qui est pas trop mal quand tu es fan de Superman, c'est comment la position de Superman elle est respectée. C'est-à-dire qu'on te le présente vraiment comme étant le leader et le membre fondateur de la Justice League, sans lequel tout ça ne serait pas. La Justice League ne serait jamais créée en fait. Ça, c'est plutôt respectueux vis-à-vis du personnage, et quand tu es fan de Superman,
ok, c'est acceptable, c'est agréable même. De... Non, parce que des fois, Superman, c'est juste le mec qui nettoie les chiottes, quoi. Je veux dire, c'est Batman, le chef, machin, tu vois, et ça, c'est insupportable quand ça arrive. Donc là, au moins, non, Superman, il est au centre du truc, et c'est lui l'enjeu, finalement, du film, en fait. Donc ça, ok, pourquoi pas. Ça, allez, c'est ce qui, je n'irai pas jusqu'à dire sauve le film, mais en tout cas, lui donne un bon point. Bon, t'imagines bien que le final, bon ben voilà, il y a tout qui explose de partout, on est censé te faire croire que la Terre est en danger et que tout est en train d'être détruit. Au final, tu vois trois scènes pourraves, un volcan qui éclate sur une île en Indonésie ou je sais pas où, et t'as Flash qui va pour arrêter la coulée de lave, ça dure 5 secondes. Tu as un pont aux États-Unis qui se fend en deux et tu as Cyborg qui arrive pour réparer le pont. Voilà. Un pont vide, il n'y a quasiment personne dessus, il y a trois connards en bagnole qui d'ailleurs pourraient à tout moment sortir de leur voiture pour partir en courant, mais ils le font pas, tu sais pas pourquoi. Ils restent là comme des cons à regarder Cyborg qui fait son truc. La scène dure à peu près 15 secondes. Et tu as un autre plan où c'est Aquaman qui va sauver un pétrolier. Voilà. Un pétrolier qui est en train de couler. Voilà. Donc la Terre est en danger, la Terre explose de partout, mais tu as un pétrolier qui est en danger. Enfin, je veux dire, Aquaman va sauver un pétrolier, Cyborg va sauver trois connards sur un pont, et Flash va sauver une ville en Indonésie de l'éruption d'un volcan, une ville où tu as 10 connards qui se battent en duel. Enfin, voilà. Il y a pas d'autre truc à faire, non, non. Donc tu vois, déjà, ça c'est aussi chiant. Ça, c'est, tout ça, on en revient au même point, je suis désolé, il y a un travail de feignant. Enfin, c'est du boulot de feignant, quoi, les gars. Je suis désolé de le dire, c'est vrai que c'est un terme que j'utilise beaucoup depuis que j'ai créé les rotoscopes, mais moi, c'est vraiment l'impression que j'ai quand je regarde des films d'animation d'ici. C'est que. Alors, il y en a combien par an des films d'animation d'ici sans déconner, 2, 3, 4, je sais pas combien il y en a, je les ai pas comptés, mais en tout cas, ça y va, hein. Et c'est l'usine, hein. DC Animation, c'est l'usine, ils t'en sortent à la pelle, hein. Honnêtement, le problème, c'est que la qualité, elle suit pas toujours, hein. Il y en a qui sont exceptionnels. Et j'en parlerai, hein. Vous me dites souvent, parle de Red Hood, parle de Dark Knight Returns, parle des bons trucs. Parle de Wonder Woman, je l'ai pas encore vu d'ailleurs, ça sera mon prochain. Mais oui, j'ai envie de parler des bons trucs, mais en fait, ils sont connus, tout le monde les connaît, donc moi je préfère parler de trucs un peu plus obscurs avant, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a plein de merde. Il y a plein de trucs qui sont vraiment, vraiment bof, quoi. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a un travail à la chaîne, tu vois. On produit des films d'animation, on en sort trois quatre par an, et puis au final, tu te retrouves avec des films vides. Vides de sens, vides d'intérêt, il n'y a pas d'enjeu, et puis c'est surtout vide tout court, dans le sens où quand tu as des affrontements dans des villes ou quoi, tu as un civil qui se balade, c'est tout. Tu vois. En fait, moi j'ai envie de leur dire à DC Animation, à Warner Bros Animation, alors il y a plusieurs studios qui bossent, d'ailleurs je pense que c'est des studios coréens, ou peut-être chinois, je sais pas, mais en tout cas c'est des studios asiatiques, hein, qui bossent sur les projets DC Animation. J'ai envie de leur dire, putain, mais au lieu d'en faire 4 par an, vous en faites un tous les 4 ans. Tu vois, c'est l'inverse, t'en fais un tous les 4 ans, mais tu m'envoies un truc qui a de la gueule, bordel, avec une animation moderne, dynamique, fluide, un travail de composition musicale, un vrai scénario, des vrais enjeux et des PNJ. Des PNJ, quoi. Parce que j'en ai marre, à chaque fois que je vois un film d'animation d'ici, j'ai toujours l'impression que t'as les méchants qui se battent contre les gentils et que la Terre, elle est vide. Il n'y a personne. T'as jamais personne, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui me saoule, quoi. Et ce film ne déroge pas à la règle, hein. Ce film ne déroge pas à la règle. La preuve avec le pétrolier à la fin, je te dis, putain, il va sauver un pétrolier alors que la Terre est en danger, quoi. Mais arrêtez, arrêtez, les mecs, là. Ah, c'est relou, quoi. Et je te dis, j'ai cette impression de fainéantise, quoi. Qui d'ailleurs est traduite par plein de trucs dans ce film. Le closing credits, le générique de fin, t'as un vieux plan sur le sablier du temps avec le nom des mecs là, qui ont participé au film. Une musique, comme j'expliquais, somme toute extrêmement classique. Et c'est tout, quoi. Alors que, même si j'ai horreur de Bloodlines, regardez le générique de fin de Bloodlines, il y a beaucoup plus de boulot, quoi. Honnêtement, l'opening, c'est un truc de feignant aussi. Enfin, au lieu de faire 4 films par an, faisant un tous les 4 ans. Honnêtement, voilà, c'est mon. Ça sera pour conclure. Mon mot de la fin. Faites des trucs chiadés, bordel de merde. Arrêtez de m'envoyer des trucs comme ça. En plus, ça sabre les récits originels, quoi. Ça, je sais pas de quoi c'est adapté. Honnêtement, c'est sûrement adapté parce que les films d'animation sont toujours adaptés de récits qui ont déjà eu une vie sur le papier, tu vois. Tous quels qu'ils soient.
Et d'ailleurs, quand tu vois un film d'animation, des fois ça doit te donner envie d'aller voir la version papier, qui est forcément meilleure. J'imagine que c'est le cas pour Gotham by Gaslight par exemple. Je pense que la version papier est largement meilleure à ce que j'ai pu voir moi en animation, mais là le scénario il est cool, j'aurais envie moi d'aller voir l'histoire de base. Alors apparemment c'est Gardner Fox qui a bossé sur l'histoire de base. J'ai envie d'aller voir l'histoire papier, sans tout ce côté édulcoré, urban, enfin DC Kids, sans tout ça, et peut-être qu'il y a plus d'enjeux, il y a plus de violence, plus de drama, tu vois. Parce que le scénario en lui-même, il est cool, tu vois. Aller buter le bébé Superman, ça c'est sympa comme histoire. Ça me plaît. Mais c'est la réalisation, c'est la mise en œuvre qui est catastrophique. Ou en tout cas qui ne m'est pas destinée. C'est pour ça que j'en parle aussi mal, de manière aussi négative, c'est parce qu'en fait ça m'est pas destiné, et du coup je ne comprends pas ce que je vois. En fait, voilà. J'ai cru que le micro ne marchait plus, j'ai eu un petit peu peur parce que ça coûte quand même 150 balles, un truc comme ça. Mais ouais, je me suis fait une frayeur. Bref, puis alors le film se termine sur un cliffhanger qui n'a pas lieu d'être. Mais vraiment, regardez ce truc, je vais pas le spoiler pour le coup. Le cliffhanger à la fin du film n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, mais vous foutez de la gueule de qui? Ça pourrait teaser un 2 en plus, hein, tu vois, j'ai peur. Mais le truc date de 2014 et je crois pas qu'il y ait eu une suite. Mais en très gros, le cliffhanger, ça tease clairement une suite, ça te tease un 2. Et en plus, la manière dont ça te le tease, ça te fait comprendre que s'il n'y a jamais une suite, ça sera exactement la même chose, ce sera exactement le même scénario que l'un. Donc t'as pas envie de l'avoir cette suite. Hein. Enfin, puis ouais, le cliffhanger, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, honnêtement, je comprends pas le délire. Bref. JLA Adventures. À la limite, si vous avez des enfants et que vous essayez de les intéresser à l'univers d'ici, ça peut peut-être leur parler éventuellement. Mais si t'as au-dessus de 8 ans et que tu regardes cette vidéo, honnêtement, c'est pas fait pour toi. Voilà. Allez, ciao les petits gars, et à la prochaine.